Le licenciement avec libération de l'obligation de travailler. On entend souvent ce terme, mais qu'est-ce que ça implique vraiment? C'est une situation qui peut vite devenir un vrai casse-tête juridique. Alors comment ça marche concrètement? On va décortiquer ensemble les étapes clés de ce processus. Bon, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce que c'est. En gros, c'est quand un employeur dit à un salarié, après l'avoir licencié, c'est bon, plus besoin de venir au bureau pendant le préavis. Mais, et c'est le point crucial, il continue de verser le salaire. C'est une décision qui vient uniquement de l'employeur. Pour y voir clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, la décision et ses conditions. Ensuite, la question du salaire. Puis, celle des vacances et des heures supplémentaires. Après, on verra l'accord écrit et on terminera avec les toutes dernières formalités de départ. Allez, c'est parti. Première étape, la décision de l'employeur elle-même et surtout les conditions qu'il a le droit d'imposer. Voilà une question qui est centrale. Une fois que la décision est prise de libérer le salarié de son obligation de travailler, est-ce que ça veut dire liberté totale? Pas tout à fait. L'employeur peut encore imposer certaines choses. Mais lesquelles, légalement? Alors, l'employeur garde la main sur certains points. Il peut par exemple demander à la personne de rester joignable pour répondre à des questions ou finaliser un dossier. Il peut aussi exiger qu'elle déclare tout nouveau revenu qui serait alors déduit du salaire versé. Et bien sûr, pas question de se lancer dans une activité concurrente. Mais attention, il y a des limites, et elles sont importantes. La loi est très claire là-dessus. Les directives ne doivent pas être abusives ou vexatoires. Par exemple, demander à une personne de passer au bureau tous les jours juste pour pointer, ça, c'est non. Ce serait considéré comme du harcèlement. Ok, passons à la deuxième partie, et pas des moindres, l'argent. Le salaire est maintenu, d'accord, mais qu'est-ce que ça couvre exactement? On pourrait croire que c'est juste le salaire de base, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Alors, quels sont les éléments qui doivent absolument être inclus dans le calcul pour que tout soit en règle? Eh bien, le salaire complet, ça comprend tout. Le salaire mensuel, évidemment, mais aussi le 13e mois au prorata, les commissions ou pourboires habituels, et même la voiture de fonction si son usage privé était autorisé. Pareil pour certaines indemnités forfaitaires si elles ne servent pas à rembourser des frais réels. Et ce qui est super intéressant, c'est la question des déductions. La seule chose que l'employeur peut déduire, ce sont les économies réelles que fait le salarié en ne venant pas travailler. L'exemple typique, c'est le remboursement des frais de transport. S'il n'y a plus de trajet, il n'y a plus de frais à rembourser. C'est logique. Troisième point, et c'est souvent un sujet source de tension, les vacances et les heures supplémentaires. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est une excellente question, parce que les règles ne sont pas du tout les mêmes pour les deux. On pourrait penser que c'est pareil, mais non. Et se tromper là-dessus peut coûter très cher, d'un côté comme de l'autre. Regardez, c'est là que la différence est frappante. Pour les jours de vacances, l'employeur peut imposer de les prendre pendant la période de libération, à condition que cette période soit assez longue. Mais pour les heures supplémentaires, c'est une autre histoire. Il ne peut pas les compenser avec du temps libre, sauf si l'employé est d'accord. S'il n'y a pas d'accord, eh bien il faut les payer. Et il y a une subtilité cruciale pour les vacances. Si l'employeur demande au salarié de rester disponible, de répondre au téléphone ou aux emails, alors on ne peut pas considérer que les vacances ont été prises. Pour que ce soit de vraies vacances, il faut une vraie coupure. Quatrième étape, et c'est peut-être la plus importante pour éviter les problèmes, tout mettre noir sur blanc dans un accord. Ok, un accord écrit, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on doit absolument y mettre pour qu'il soit béton et qui protège tout le monde? Quels sont les points incontournables? Un bon accord, c'est une sorte de checklist de départ. On doit y trouver la date de fin officielle du contrat, la manière dont on gère les vacances et les heures sup, les conditions de disponibilité de la personne, la clause de non-concurrence, comment on déduit les nouveaux revenus, et bien sûr la restitution du matériel, la voiture, le téléphone, l'ordinateur, et pour finir en beauté, une clause pour solde de tout compte, histoire de bien fermer la porte derrière soi. On y est presque. Dernière ligne droite, comment finaliser le départ proprement pour que tout soit carré sur le plan administratif? Là, c'est très simple. Il y a 3 dernières étapes. D'abord, l'employé doit rendre tout le matériel qui appartient à l'entreprise. Ensuite, l'employeur a l'obligation de donner toutes les infos sur les couvertures d'assurance accident et maladie. Et enfin, il doit délivrer le certificat de travail. Et sur ce certificat de travail, il y a un détail qui a toute son importance pour l'avenir professionnel de la personne. La date de fin de contrat doit être la date légale, pas celle du début de la libération. Et surtout, cette période de libération de l'obligation de travailler ne doit en aucun cas être mentionnée. C'est essentiel. Après avoir vu toute cette procédure, qui est quand même assez formelle et unilatérale, les sources juridiques nous invitent à réfléchir à une alternative. Et ça nous amène à une question de fond. Est-ce que ce processus formel, décidé par une seule partie, est toujours la meilleure solution? Ou est-ce qu'une approche plus négociée, une résiliation d'un commun accord, ne serait pas parfois plus simple et moins conflictuelle pour tout le monde?